Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés YouTube, ravi de vous retrouver. Avec un petit peu de retard, je vous fais un petit peu un compte-rendu des précédentes vidéos sur ma chaîne TikTok. D'abord, on y parle de souveraineté alimentaire. C'est quand même très important quand on voit qu'on est obligé de plus en plus d'importer des produits. On casse notre agriculture. Ensuite, un fait divers tragique, je crois que c'était Gare de Lyon, hein, on est bien d'accord. Cet agresseur malien qui déteste les Français, qui se balade avec un couteau et un marteau, il me semble. Et puis une anecdote, TikTok, justement, qui supprime des commentaires alors que je suis d'accord avec la personne et que c'est presque une formule de politesse, et qui me supprime ces commentaires. Et là, vous dites, mais franchement, les algorithmes, alors qu'on est d'accord. Bon, bref. Et puis, quatrième sujet, des bébés pour la France, la natalité. Alors évidemment, des hommes politiques qui parlent du réarmement, de la natalité, qui n'ont pas d'enfants, comme Macron, comme Attal, comme d'autres. Pour donner des conseils, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bref. Allez. Et puis, la crise agricole, quelque part une sensation d'échec, mais qui n'est pas définitif. J'espère qu'ils vont recommencer. Cet échec des agriculteurs dans la négociation, la FNSEA a un petit peu appuyé pour qu'ils reprennent, qu'ils retournent chez eux. On verra, on verra. Et puis, le nouveau gouvernement, enfin nouveau, je crois qu'il y a la moitié des ministres qui ont été reconduits. Belloubet qui revient, alors là, c'est carrément l'opposé de Attal. J'en parle, je vous explique le pourquoi du comment. Elle est complètement laxiste, immigrationniste, etc. Et Attal qui nous faisait le cinéma de la blouse à l'école, l'école laïque et tout. Enfin bref, vous verrez. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Commentez si vous le pouvez, partagez, ça m'intéresserait. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir et dégustez bien. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Une nation qui ne saurait nourrir son peuple ne saurait être une grande nation. Charles de Gaulle. Je vous ai montré une photo dans des pots de gerbes des jeunes agriculteurs de Haute-Marne, je crois. Ça s'est passé hier ou avant-hier. Voilà, effectivement. Il n'avait pas faux, le grand Charles. Bon, aujourd'hui, nous sommes jeudi 1er février. C'est une journée décisive pour nos amis agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture était déjà hier à Bruxelles pour essayer de déminer le terrain. Ça, c'est notre histoire. Conseil européen prévu aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron et de Ursula. Mais voyons bien, nous voyons que le pouvoir, encore une preuve supplémentaire que ce pouvoir est transmis à Bruxelles et confisqué au peuple français. Ça nous confirme tellement de choses. Voilà ce que sont devenues nos institutions. Depuis le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, l'exécutif ne consulte plus les Français, bien entendu. Et puis, à l'extérieur, en politique extérieure, c'est plutôt Bruxelles qui confisque notre souveraineté. À l'intérieur de la France, c'est le Conseil constitutionnel qui se charge, par la censure des lois, de faire sauter certains articles. On l'a vu avec la loi immigration, par exemple. Voilà. Et puis, les écologistes, on s'est mis à genoux devant les écolos, et ils ont pris un pouvoir exorbitant sur la politique agricole commune, la PAC comme on dit, et donc ils ont pressuré oui, les agriculteurs et tous les producteurs de fruits, de légumes. Voilà. Alors ça fait marrant, c'est incroyable, mais le président de la République ne jurait que par la souveraineté européenne, rappelez-vous, hein, pour toujours se balader avec ce drapeau européen. Et puis le Premier ministre français, Gabriel Attal, nous parle récemment de souveraineté française, mais ces deux souverainetés sont complètement incompatibles. Voilà, enfin de toute façon,
Partout, cette technocratie européenne prend le pouvoir au détriment de la souveraineté des peuples et s'impose pour toute contrainte. Et il faut une révolte massive des paysans pour essayer de contrebalancer ce suicide collectif. Vous vous rendez compte que même pour vider un fossé qui est rempli d'eau, on leur fait payer des amendes parce qu'ils n'ont pas le droit au niveau de la gestion de l'eau, etc. Alors que c'est juste pour dire débarrasser, pour que ça s'écoule, qu'il n'y ait pas d'inondation. Ils sont surveillés par des satellites tous les jours, et s'il y a un truc qui ne va pas, on s'aperçoit que sur leur terrain, hop, automatiquement, il y a des PV, etc. Des gens qui parfois ne retirent que 300 € par mois pour survivre. Voilà, donc c'est affolant. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vous mettrai ce que... Hier, dans un intermarché, j'ai vu du raisin qui venait de Namibie et des myrtilles qui venaient du Pérou. C'est... comment voulez-vous? Et là, les normes, les pesticides, etc., on vous dit rien. Le raisin, il tient... il parcourt la moitié de la terre et... Qu'est-ce qu'on lui a mis dessus, à ce raisin? Hein? Voilà. Ah là, il n'y a pas de normes. Hein. Tous les produits importés, c'est ça le problème en plus. C'est qu'on n'est pas égalité. Tous les produits importés ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes. Les viandes qui viennent avec des hormones des États-Unis, etc. Les poulets qui viennent d'Ukraine, parfois ils sont congelés depuis 2 ans. Ils vont venir maintenant du Pérou avec les accords de libre-échange. Mais elles ne voient jamais le jour, ces pauvres poules, vous voyez. Enfin bon, c'est... Nos agriculteurs sont ligotés par les normes, par les coûts de revient, par les intermédiaires, par les grossistes, par les grandes surfaces, les centrales d'achat, etc. Donc tout le monde s'engraisse sur leur dos. Hein. S'il y a un produit, un chou-fleur qui sort à 70 centimes et revendu 5 € dans la grande distribution, il y en a quand même qui s'engraissent énormément. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, puis on verra la suite. Merci de partager en tous les cas. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais vous présenter un monsieur. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. Et oui, certaines personnes que nous accueillons sont nos ennemis, des ennemis de l'Occident et des chrétiens. Voilà. Hein. Mais c'est bizarre, la vidéo que... Je vais vous voir un tout petit extrait. Hein. Aucun média, France Télévisions, TF1, aucun n'ont diffusé des images du compte Twitter de ce monsieur, avec quand même relativement des appels à la haine. Regardez. Il faut attaquer ton ennemi. Il faut mettre la barrière entre toi et ton ennemi. L'attaque est la meilleure de défense. Donc, la France a vécu l'insupportable l'autre matin à la gare de Lyon avec l'agression au couteau de 3 personnes par un assaillant de nationalité malienne. Bon, les forces de sécurité sont intervenues. Il a été interpellé. Mais cette nouvelle attaque démontre que tout n'est pas fait pour protéger les Français. Il y a quand même 1000 agressions par jour, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur pour 2023. Quand même, reconnaissez que notre pays bascule dans l'ultra-violence et plus aucun territoire n'est épargné par cet ensauvagement. Hein. Donc, l'auteur de cette attaque, malien, disposant de papiers italiens, présent sur le sol français en situation régulière. Bon, vous avez vu, je vais vous passer les photos de ces armes. Il y avait donc... un couteau et un marteau, hein, voilà. Donc, on vous dit il est fou, mais pas si fou pour choisir son matériel meurtrier, pas si fou pour avoir une page TikTok et depuis des mois déverser sa haine contre la France. Hein, voilà, donc il s'appelle Khashoggi Sagou Gouno, hein, voilà. Et donc, il indiquait dans une vidéo TikTok du 2 décembre 2023, « Dans 3 mois, qu'Allah m'accueille au paradis ». Donc, il prévoyait de mourir en martyr, voilà, hein. Il était suivi en psychiatrie à Turin, est arrivé en France, donc 44 000 abonnés sur son compte TikTok. Bien sûr, je le répète, il partage scène de la France. Voilà, lors de son audition, le suspect a reproché à la France son contenu, son passé colonial et l'implication de notre armée au Mali. Voilà, hein.
Puis il y a du contenu salafiste également découvert sur ce compte TikTok. Voilà. Alors, à vous de juger, hein, mais moi, TikTok me censure régulièrement, et lui, pas de problème. C'est pratiquement des appels au meurtre. C'est bizarre, les vidéos sont encore présentes, vous voyez. Donc, voilà. Enfin bon, il faut faire autrement. Faut... Comment dire? Bah, de toute façon, on a le constat. Hein. Macron, Darmanin, Dupond-Moretti ont échoué. On peut se poser la question s'il ne faut pas réserver la libre circulation de l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens et de créer un véritable contrôle aux frontières nationales et expulser systématiquement les délinquants, les criminels étrangers pour mettre, si vous voulez, la communauté nationale hors de portée de ses ennemis. Dans la mesure où les gens viennent pour faire des fratricides, pour se tuer des blancs, hein, malheureusement. Hein. Voilà, donc il y a un laxisme judiciaire qui fait qu'on relâche des gens sous X excuses, voilà. Hein. Donc il faut que la peur change de camp et qu'on prenne en compte quand même la sécurité des Français. C'est vraiment les choses. Hein. C'est pas une attaque contre des personnes issues d'immigration, mais voyez bien que toutes ces agressions, et malheureusement, alors parfois les gens me disent « Ah, vous êtes anti, vous êtes raciste, vous aimez pas les musulmans et tout », mais c'est pas une question de religion, mais c'est une question de constater les actes. Quand vous regardez sur la totalité des agressions, les attaques de personnes âgées, des viols, etc., ben, ça vient pas des agriculteurs, hein, ça vient des personnes qui sont issues, souvent qui viennent d'arriver, hein, vous voyez. Donc j'ai des douanes, les gens issus de l'immigration qui sont là depuis 30, 40 ans, qui font leur petite vie tranquille, qui vont au boulot, etc. Hein. Mais entre ceux qui arrivent d'un autre continent et qui veulent tuer du blanc, et les autres qui arrivent, soi-disant pour se sauver la vie, parce que dans leur pays ils sont menacés, et qui en profitent pour prendre la vie d'autres personnes, ou les violer, ou leur casser la figure, il y a quand même un problème. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Allez, quelques photos, et puis à très bientôt. Merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. TikTok déraille et censure n'importe quoi. J'ai fait une vidéo sur le Malien avec son marteau et son couteau qui a blessé 3 personnes. Bon. Et puis j'ai une personne africaine qui doit être malien, qui m'écrit. Je vous montre. Voilà, nous sommes avec vous dans cet moment difficile. Tous les malins, il a voulu dire tous les Maliens, n'est pas comme lui. Bon, on a compris. Il a du mal un petit peu à maîtriser le français, mais bon, voilà. Quelqu'un qui n'a pas été injurieux, qui a été correct, oui, bien entendu. Je lui réponds pour montrer que j'étais bien d'accord avec lui. Bien d'accord. Commentaire supprimé, car j'enfreins les consignes communautaires. Est-ce que c'est un message de haine, de violence, d'injure? Non. Voilà. Donc j'avais mis un commentaire, il est supprimé. Bon. Alors, je me suis dit, bon, pour montrer à ce monsieur que j'étais quelqu'un quand même de gentil, je lui envoie 2 émoticônes avec dit que j'étais avec lui, que j'étais, voilà. Hein. Pareil, les émoticônes, les petits cœurs, ils sont supprimés. Donc, incroyable. Et j'ai quand même pu placer un commentaire, je vous le montre. Nous sommes d'accord que tous les Maliens et les Africains ne sont pas comme le monsieur, donc l'assaillant, heureusement. Donc voilà. Et là, vous dites, franchement, les algorithmes de TikTok, comment on fait pour supprimer quand quelqu'un met bien d'accord, c'est pas un message de haine, ni de... Donc voilà. Par contre, l'assaillant, là, avec ses 44 000 abonnés, qui propageait des messages de haine, qui parlait de mourir en martyr, là, pas de problème, ces messages, ils sont pas censurés, vous voyez. Donc c'est quand même fantastique, quoi. Et là, vous envoyez un truc sympathique, de convivialité, bien d'accord sur l'honnêteté de certaines personnes, voilà, bien sûr qu'on met pas tout le monde dans le même sac. Encore heureux, mais bon, aussi à nous de montrer qu'il y a des choses qui vont pas dans le système, de la façon
dont se passe notamment l'immigration en France. C'est tout. Voilà. Enfin bon, dont acte, mais incroyable, quoi. C'est vraiment des bœufs, quoi. Allez. TikTok. Bref, allez, on s'en passe. Ciao, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler de natalité, de parentalité. Moi, je défends la survie, nos racines, le sursaut, l'identité, le destin de la France. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, nous donnait des leçons politiques de morale, sur la vie, la natalité, la fécondité, la politique familiale. Mais depuis qu'il est au pouvoir, ça fait quand même déjà 7 ans, toutes nos courbes de naissance s'effondrent. Alors donc, il est bien gentil, mais c'est quand même lui qui est au pouvoir depuis quand même pas mal de temps. Il y a quelques jours, Gabriel Attal, qui également n'a pas d'enfant, vantait son homosexualité dans la dernière partie de son discours politique, de politique générale à l'Assemblée nationale. Ben, c'est quand même un paradoxe. Maintenant, les dirigeants politiques partagent dans l'hémicycle leur pratique sexuelle en nous racontant qu'il s'agit d'un progrès. Fortaise. Par contre, les mêmes ne s'opposent pas aux idées difficiles, aux idées noires, on va dire, des partisans de l'euthanasie. Bon. Alors, moi je veux bien, hein, cette classe politique fait ce qu'elle veut de sa vie privée, elle pense ce qu'elle veut de la naissance, de la vie, de la mort. Mais quand même, elle est très mal placée pour nous dicter sa morale, pour comprendre la natalité, le désir d'enfant, l'amour d'une mère, d'un père, tout cet amour qu'on porte à ses enfants, toutes les préoccupations quotidiennes pour leur bonne éducation, pour leur sécurité, pour leur insertion professionnelle. J'essaye, très modestement, de défendre la survie, le sursaut, le destin de la France. J'ai eu une éducation chrétienne, j'ai des enfants. Certes, il faut des enfants français à la France. Et on est dans une espèce de société qui est décadente, wokiste, et où on trouve formidable qu'un Premier ministre proclame son homosexualité dans un discours de politique générale. Quand même. Bon. Puis un monsieur qui fait de la politique, Guillaume Pelletier, on trouve honteux que lui puisse vanter la naissance, les enfants, la vie et la famille. Hein. Mais la politique, c'est aussi choisir et décider pour le long terme. Avoir des enfants, c'est le produit de l'amour, mais c'est aussi penser à la suite, la transmission, l'avenir. Bon. Donc, hier matin, sur Europe 1, Guillaume Pelletier a soulevé ce problème politique. Voilà. Bon. L'amour entre les hommes et les femmes, la natalité, nos enfants, la famille, la transmission, c'est fondamental. C'est fondamental pour notre société, c'est essentiel pour garantir notre destin. Et il me revient en mémoire un texte que j'avais vu pour parler d'un autre courant, de la droite nationale, de la droite patriote, Marine Le Pen, qui en parlait. Elle disait que jamais elle n'a envisagé de ne pas avoir d'enfants. Selon elle, en politique, la maternité comme la paternité serait même un atout essentiel. Les enfants, ça fait deux choses, ça vous enracine et ça vous oblige à prévoir l'avenir. C'est ce qu'elle avait affirmé. Donc, aux yeux de Marine Le Pen, être parent oblige donc à rester ancré dans la vie quotidienne et à penser au futur. Vous ne travaillez pas pour votre bien-être à vous. Ce que vous préparez, c'est leur vie à eux, et cela vous oblige à prendre des décisions qui s'inscrivent dans le temps long. Tout est dit. Quels ne sont pas les parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants et qui pensent parfois déjà, dès leur naissance, à l'enseignement qu'ils choisiront, éventuellement capitaliser un petit peu les économies pour payer un enseignement privé, etc. etc. Enfin bon, bref, le souci des parents, c'est ainsi. C'est la transmission. Allez, je vous dis à très bientôt, puis n'hésitez pas à partager, c'est actuel,
C'est un petit peu philosophique, mais bon, c'est notre vie de tous les jours aussi, quelque part. Allez, au revoir, à bientôt. Bonjour à tous, on va reparler des agriculteurs. Sans aucune surprise, les syndicats, les politiques ont parfaitement manœuvré pour faire échouer ce mouvement sincère des agriculteurs. C'est un fait. Non seulement ils n'ont rien obtenu de sérieux, mais c'est là qu'on le voit, en fin de compte, la France divisée en trois, des personnes qui se battent pour survivre, donc effectivement les agriculteurs, une majorité qui s'en fout un peu, et puis une minorité privilégiée qui les regarde de haut et presque les tourne en ridicule. Des mecs qui bossent 70 heures par semaine pour pratiquement rien. Franchement, on se fout de leur figure, bien entendu. Voilà, donc l'échec des agriculteurs, c'est aussi notre échec quand il y aura un impératif de survie, presque de famine. Quand cet impératif viendra faire, frapper à notre porte, ben, il sera trop tard. Il y a en France un certain égoïsme, une espèce de fatuité, et on est en train de tuer la France, il n'y a plus de solidarité. Donc la fédération, la FNSEA, s'est dépêchée d'accepter les propositions du gouvernement et d'applaudir haut et fort, incitant les agriculteurs à rentrer chez eux. Bien sûr, faut pas déranger le bon peuple, hein, c'est bon, nos élites ont autre chose à faire que de s'occuper de la France et des agriculteurs, encore pire. Hein. Pensez bien... Voilà, donc les voix officielles du gouvernement se sont bien fait entendre, et il suffit de lire un article du Public Sénat, vous allez comprendre tout de suite. Le premier syndicat agricole appelle à la levée des blocages et indique rester attentif à la mise en œuvre des engagements pris par l'État pour répondre à la grogne des agriculteurs. En quelques jours, la FNSEA a su confirmer son rôle d'interlocuteur privilégié avec le gouvernement, alors que le mouvement, apparu spontanément en Occitanie, a pu sembler lui échapper par sa radicalité. Donc, le gouvernement remercie sincèrement la FNSEA d'avoir pu tuer dans l'œuf une révolte qui semblait dangereuse en raison de son ampleur et de l'impératif des revendications. Voilà. Hein. Donc la FNSEA appelle à rentrer à la niche, ce qui ne plaît pas évidemment aux agriculteurs qui se sentent à juste titre trahis. Et puis, la chose importante aussi, c'est les déclarations concernant les accords de libre-échange qui restent pratiquement identiques. Hein. Rien ne va changer, il y aura toujours un délire écolo-bobo qui va continuer, le fameux plan éco-phyto sera maintenu, il est juste suspendu de quelques semaines. Voilà, donc c'était des promesses faites, mais bon, maintenant que vous êtes tous rentrés, hop, dans le bab. Et puis alors, écoutez bien Thierry Breton, commissaire européen français, qui a fait comprendre que l'Union européenne se moque totalement des agriculteurs français et qu'il a d'autres priorités, on le savait déjà. Il faut donner 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Alors, ce commissaire européen Thierry Breton crache le morceau. Les importations de poulet ukrainien vont se poursuivre au moins encore un an, 350 000 tonnes par an. Il dit que c'est acceptable, et ce n'est pas du tout ce que disent les agriculteurs français. Il faut se rappeler qu'on va recevoir aussi du poulet du Chili, qu'on en a déjà du Brésil, enfin bref, de la daube, parfois des produits qui sont congelés depuis 2 ans, enfin bref. Donc, le même Thierry Breton condamne lourdement les agriculteurs français qui viennent de se plaindre contre la concurrence déloyale espagnole. Voilà. Il dit que leurs actions sont inacceptables et inadmissibles et demande à qu'ils soient punis par la loi. Voilà. Incroyable. Voilà. Vous êtes soutenu avec des gens comme ça, c'est la corde qui soutient le pendu. Hein. Voilà. Donc, franchement, il n'y a plus de même élan. Il y a quelques manifestations par-ci, par-là, mais ça a été brisé par le rôle des syndicats. Donc, effectivement, les Français n'étaient pas hyper impliqués, toujours à grogner sur les inconvénients que ça leur apporte, bien entendu. Hein. Ils grognaient comme ceux qui se révoltaient contre les masques et les vaccins, mais ils ne se révoltaient pas contre le gouvernement qui leur imposait des restrictions sanitaires absurdes, hein, de se remplir une autorisation d'absence, etc., pour faire pisser le chien. Voilà. Mais il y a un dictat globaliste. Et voilà. Donc, les gens se plaignent plus de l'action des paysans que de l'action du gouvernement qui conduit nos entreprises, nos forces vives de la nation au suicide. Voilà. Tant que la majorité de la population restera une espèce de masse molle, les veaux dont parlait Charles de Gaulle, nous resterons dans la casserole à nous faire cuire doucement, comme l'histoire de la grenouille. Et voilà, et un jour,
tac, voilà. Enfin bref. Donc les agriculteurs, effectivement, en conclusion, se sont fait avoir, comme beaucoup d'autres avant, comme tous ceux qui pensent encore que le système peut être réformable. Ce système est programmé pour nous faire disparaître économiquement, politiquement, socialement et humainement. Voilà. Hein. Je ne parle pas uniquement de la vie biologique, mais, puisque bon, vous avez une augmentation des suicides, des dérives antimédicales, etc., mais simplement, la richesse et la complexité de la personne humaine. L'être humain peut être riche, cultivé, travailleur, aimer la vie et sa famille, et autant également son pays. Mais ça, j'ai l'impression que c'est complètement dépassé et que ça ne rentre plus dans la matrice des globalistes et de Bruxelles. Donc, il faut se ressaisir impérativement parce que là, on est pratiquement au bord du précipice. Allez. Partagez? Ah ben oui. C'est pas les conneries de TikTok. Hein. On va pas faire 300 000 vues avec ça. Hein. Mais bon, c'est à vous. Hein. C'est à vous de partager. Allez, au revoir, merci. Et puis, courage aux agriculteurs. Les baisers, levez-vous. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Bon, ce nouveau gouvernement est enfin arrivé. C'est une très bonne nouvelle pour l'opposition, pour Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et les autres, car ce gouvernement ne peut pas aider Emmanuel Macron et Gabriel Attal à remonter dans les sondages dans la perspective du prochain scrutin des élections européennes, bien entendu. C'est le gouvernement de la continuité, du zigzag, des promesses fantaisistes, un gouvernement de l'eau tiède. C'est pas du tout un gouvernement de réarmement, comme nous disait Macron. De toute façon, on le voit bien, il navigue à vue, dans un tissu de brume, sans gouvernail, sans cap, sans but. Il essaye de passer entre des icebergs. Vous vous rendez compte, 1 mois d'attente pour accoucher d'une fourmi, 1 mois pour former un gouvernement soi-disant restreint qui est en effectif plus étoffé que le premier gouvernement Borne. Voilà. 13 ministres, dont 5 femmes, 16 ministres délégués, 5 secrétaires d'État, soit 34 membres, sans compter le Premier ministre. 1 mois, ça confirme bien sûr les points faibles de la Macronie, un président qui ne supporte pas les poids lourds, ni les plus savants, les gens qui sont plus savants que lui, bien entendu, qui essaye de préserver des équilibres des gouvernements précédents. Il ne veut pas de rupture avec le passé, il veut conserver, il conserve de nombreux sortants, et recrute parfois des gens qu'il avait déjà virés, comme Belloubet par exemple. Un chef d'État qui cherche à s'approprier un discours de droite, mais sans un gouvernement de droite, et qui ne réglera, bien entendu, aucun des problèmes sérieux du pays. Encore un exemple, justement, Belloubet, au ministère de l'Éducation nationale, et on prêche l'autorité, et on nomme celle qui incarne le laxisme, et carrément le wokisme, C'est vraiment un cirque. La restauration de l'autorité, le redressement du niveau scolaire de nos enfants, la reconnaissance des mérites, du goût de l'effort et de l'excellence, ça là va attendre. Pour Macron, pour l'exécutif, le plus important, c'est pas l'école, mais d'avoir une bonne relation du ministre avec les syndicats de ce mammouth qu'est l'éducation nationale. Donc, Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, socialiste, progressiste, wokiste, vraiment de gauche, reprend le portefeuille de l'éducation nationale. Elle préfère vider nos prisons, mettre 50 000 téléphones dans les cellules. Mais donc, on le sait maintenant, rien ne changera à l'école car elle incarne parfaitement tout ce qui n'a pas fonctionné sur l'école. Voilà. Et en plus, cette dame incarne le contraire de ce qu'incarnait Attal, qui lui-même incarnait l'extrême contraire de Pape Ndiaye, pauvre de nous. Enfin, bon, bref. La ligne politique du gouvernement, c'est bien l'incohérence et le volte-face permanent. Ce 9 juin, la défaite de la Macronie sera si lourde, je l'espère, je le souhaite, mobilisez-vous, allez voter, que cela pourra même emporter Gabriel Attal, qui sera obligé de constater qu'il n'a pas su redonner un coup d'accélérateur à la présidence Macron. Voilà. Le prochain numéro sera consacré à Belloubet
et avec des révélations. Je vais vous rafraîchir la mémoire sur Belloubet et vous allez comprendre que, franchement, on plaint l'éducation nationale et nos enfants. Et puis c'est une grosse menteuse, mais je vais vous rappeler ces mensonges la prochaine fois. À bientôt, au revoir.